suis Marie Fontanelle, je suis représentante permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe, ambassadrice, depuis août 2020 à Strasbourg. Alors vraiment merci pour cette question parce que c'est très important de rappeler qu'une fois que la Cour rend un arrêt, ce qui condamne la France ou qui ne condamne pas d'ailleurs, c'est aussi des arrêts de non-violation parfois, la France ou un des 46 autres pays, ça ne s'arrête pas. Et je dirais même que le travail diplomatique et public commence. C'est-à-dire qu'une juridiction éminente comme la Cour européenne a considéré que nous violions telle ou telle disposition de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ensuite se met en place un dispositif de suivi de l'exécution des arrêts de la Cour au niveau du comité des délégués des ministres du Conseil de l'Europe. Donc on redonne la main d'une certaine façon aux politiques, à l'exécutif et aux ambassadeurs qui représentent leur pays. Et 4 fois par an, il y a un comité des ministres en format droits de l'homme qui examine l'avancement et de l'exécution des arrêts de la Cour. Alors, on y analyse à 47, du coup, plus souvent des arrêts de la Turquie ou de la Russie que des arrêts de la France, puisque c'est majoritairement, et dans l'ordre même, la Russie, la Turquie, l'Ukraine, qui sont les plus gros pourvoyeurs, on va dire, d'arrêts de violation par la Cour européenne. Nous, on représente, on va dire, à peu près 1% du contentieux de la Cour européenne, et dans ce pourcent du contentieux, les cas de violation sont très rares. Néanmoins, il nous arrive d'être condamnés, et quand ça nous arrive, évidemment qu'on doit nous aussi, de toute façon, rendre des comptes sur ce que l'on met en place pour que ça ne se reproduise plus d'une certaine façon. Quand on est condamné à 2 choses. D'abord, il faut se rappeler que ce sont des individus qui, in fine, saisissent la Cour. Après avoir épuisé les voies de recours internes en France, Monsieur X, Madame Y va porter la requête devant la Cour. Et donc, une première partie de la mise en œuvre de l'arrêt va consister à restaurer le plaignant, le requérant, dans ses droits. Puisque ses droits ont été violés, il faut qu'il soit restauré dans ses droits. La plupart du temps, ça passe par le versement ce qu'on appelle ici une satisfaction équitable, qui pourrait prendre le nom de dommages et intérêts, par exemple, dans d'autres juridictions. Dans des cas de violation qui ne concernent évidemment pas la France, mais d'autres pays où, par exemple, des opposants politiques sont emprisonnés indûment et que la Cour considère que l'État, la Turquie, dans l'arrêt Kavala par exemple, la Russie dans l'arrêt Navalny par exemple, a violé la Convention et continue de maintenir en détention quelqu'un de façon non légale, la meilleure façon de restaurer le requérant dans ses droits, c'est de le libérer. Voilà. Donc il y a une première partie en tout cas de mise en œuvre de l'arrêt qui est de s'intéresser aux droits individuels de la personne qui a porté l'arrêt devant la Cour. Et ensuite, la chose ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi des mesures générales qui sont demandées aux États pour éviter que la situation ne se reproduise. Dans le cas donc, que vous évoquiez d'un arrêt de la Cour qui a condamné la France pour des conditions de détention carcérale, donc en prison, considérées comme inhumaines et dégradantes, donc c'est une violation assez grave, c'est l'arrêt JMB de janvier 2020. Nous devons apporter la démonstration que nous mettons en œuvre une politique qui va permettre d'améliorer les conditions de détention carcérale et d'éviter que cela se reproduise. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, puisque depuis janvier 2020, nous avons, le garde des Sceaux, le ministère de la Justice, qui est en première ligne dans l'exécution, a mis en œuvre un certain nombre de choses pour construire des prisons supplémentaires, pour éviter aussi les peines d'emprisonnement quand ce n'est pas toujours l'emprisonnement qui permet le mieux de condamner une personne, et aussi mettre en place un recours effectif pour les personnes qui sont en situation carcérale et qui considèrent que les conditions sont indignes et qui peuvent du coup faire un recours pour que leurs conditions de détention changent. Ça, c'est une loi d'avril 2021. Donc on voit bien que c'est là la force de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle permet d'induire des modifications législatives, des modifications administratives très importantes dans les États. Et nous avons à rendre ces comptes, c'est évidemment tout à fait normal. Et au terme du terme, quand une exécution peut être clôturée, c'est-à-dire que le Conseil de l'Europe peut être amené à considérer que
Eh bien oui, l'État a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour les mesures individuelles ou les mesures générales, et dans ce cas-là, le cas s'achève et est clôturé. Il y a un premier élément, ce sont à mon avis des attaques graves, hein, je le précise, parce que la Convention européenne et la Cour européenne protègent nos droits fondamentaux. Il faut bien rappeler néanmoins qu'avant d'avoir une cour, on a une convention qui installe cette cour et qui prévoit l'arsenal de droits fondamentaux. Et cette convention, elle est le fruit de la volonté des États, avec un processus, en tout cas en France, de ratification législative. Quand on prend un engagement international, le gouvernement peut prendre l'initiative, mais ensuite, la loi de ratification va être votée au Parlement. Donc la représentation nationale, nos élus, nos députés, nos sénateurs vont bien dire oui à un engagement international. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas comme parfois on entend Bruxelles a décidé que, la Cour européenne a décidé que. Oui, tout ça est quand même le fruit d'un processus démocratique. Nous avons pris des engagements au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, et il est donc normal que nous les appliquions. Ce qu'on reproche à la Cour, c'est de faire son travail. Bon, c'est une Cour, elle juge des faits par rapport à un risque de violation ou pas d'articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il n'y a rien à dire, et moi je n'ai rien à dire de ce que la Cour décide. La Cour, ce sont des 47 juges nationaux élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, après un processus de mise en concurrence. Il y a plusieurs candidats qui sont proposés par les États, et ensuite l'Assemblée parlementaire élit. Donc ce sont des juges, ils sont souverains dans leur exercice juridictionnel. Donc je n'ai rien à en dire, et en revanche il ne faut pas faire non plus dire plus à une cour que ce qu'elle fait. La cour juge sur des faits d'espèce avec des requérants individuels qui portent des affaires devant elle. Ensuite, il y a une instrumentalisation politique de ce que fait la cour, de ce que dit la cour. Bon, il faut remettre le sujet à sa place, qui est une place du coup de débat politique. Sur le droit international, le droit national, certains droits fondamentaux. Ça, c'est de l'ordre du débat politique. Je n'ai pas non plus à qualifier ce débat. Il arrive c'est plutôt sain d'avoir un débat politique ouvert dans nos démocraties. En revanche, c'est très important qu'il se fonde sur des réalités et des rappels, un rappel pédagogique de ce qu'est la Convention européenne des droits de l'homme, encore une fois le fruit d'une volonté de nos représentants d'adhérer aux prescriptions de cette Convention européenne des droits de l'homme, et ce qu'elle n'est pas le rôle d'une Cour européenne. Et si dans ce cadre pédagogique, on peut espérer qu'il y ait un débat ensuite politique le plus serein possible. Les attaques, elles peuvent intervenir à des moments de débat politique avec un plus ou moins grand risque d'instrumentalisation. Il faut, et j'espère que collectivement, et c'est le rôle, peut-être mon rôle, mais aussi surtout le rôle des médias, le rôle des professeurs, de bien rappeler en fait les termes du débat et de rappeler l'historique, d'où nous venons, d'où vient la Convention européenne des droits de l'homme, à quoi sert aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme, pour que toute l'information nécessaire soit disponible.